Bonjour à tous, nous allons voir ensemble le dernier cours que je voulais voir avec vous avant les vacances, mais on avait pris un peu de retard. Mais dans tous les cas, je préfère qu'on le voit ensemble, même sans se voir officiellement, avant que vous fassiez votre stage du mois de juin, qui va arriver très vite, puisque là, avec les jours fériés, il y a plein de jours qui sautent. Donc, le cours s'intitule Bientraitance, maltraitance. Il fait partie du bloc 1, prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance, qui est donc le contraire, afin d'adopter une posture professionnelle adaptée. Alors, l'introduction. Je vous invite à voir une petite vidéo sur ce qu'on appelle la bientraitance, en crèche, là, en l'occurrence. Les enfants, les personnes âgées et les personnes présentant un handicap sont vulnérables, on peut dire qu'elles sont fragiles. Il y a donc derrière un risque de blessure qui peut être physique et ou émotionnelle, morale. Donc 3 mots à retenir: maltraitance, bienveillance, bientraitance. La maltraitance, ce sont des actions ou comportements qui transforment le risque de blessure en certitude. La bienveillance, c'est un comportement qui vise à faire le bien. Et la bientraitance, c'est un ensemble d'actions pour réduire le risque de blessure. Alors, grand A, prévention de la maltraitance. On a aussi la prévention des douces violences. C'est moins fort que la maltraitance, mais ça va quand même entraîner des troubles du développement. Donc, exemple de comportement de maltraitance, il y en a énormément évidemment. Parfois, c'est une maltraitance légère, mais présente. On va retrouver ça surtout en crèche, EHPAD, hôpitaux ou à domicile, par exemple aide à domicile, etc. Donc ça, c'est dans le cadre professionnel qu'on parle des crèches, EHPAD, etc. Mais la maltraitance, il peut y en avoir évidemment partout, à l'école, au lycée, dans une famille, etc. En crèche, on va plutôt les appeler les douces violences. Donc, qu'est-ce qu'on a comme comportement de maltraitance ou de douce violence? Infantiliser, par exemple. Forcer à manger, que ce soit un enfant ou une personne âgée. Ne pas respecter la pudeur de la personne, son intimité. Stimuler à outrance, c'est-à-dire sursolliciter la personne. Comparer les enfants entre eux, dire des paroles blessantes, parler de l'enfant ou de la personne âgée à la troisième personne devant elle, comme si elle n'était pas là. Dans certaines crèches, se limiter à 3 couches par jour pour faire des économies dans les crèches ou dans les EHPAD, même s'il y a une gastro-entérite par exemple. Alors ça se voit assez fréquemment, mais laisser baigner quelqu'un, enfant ou personne âgée, dans son urine, c'est une forme de maltraitance. Il y a ce qu'on appelle l'agisme. Alors c'est une discrimination fondée sur l'âge. C'est spécialement envers les personnes âgées. Exemple, je vous ai mis un exemple un peu plus bas. Exemple qui se sont vus déjà. Des gens, par exemple, qui diraient laissez rentrer le virus du Covid dans les maisons de retraite, comme ça, pas besoin de réforme des retraites, ça va tuer les vieux. Voilà. Donc ça, c'est une forme d'agisme où effectivement, voilà, on met entre guillemets, on met les personnes âgées de côté dans un panier et voilà, c'est les reclus de la société, on n'en veut pas. C'est ça en quelque sorte, l'agisme. Discrimination fondée sur l'âge. Autre forme de maltraitance, minimiser la douleur ressentie par quelqu'un. Alors là, je vous ai mis en gras en plus tout ça. Il faut se rappeler, c'est le cours de terminale, mais c'est bien de le savoir. La douleur, elle est subjective et personnelle. Son ressenti est propre à chacun. Par exemple, deux filles, je prends l'exemple de deux filles puisque vous êtes plus de filles dans la classe. Désolée Firas pour toi. 2 filles qui vont avoir leur menstruation, leurs règles, ne vont pas ressentir la douleur de la même manière. Une va avoir peut-être plus de douleur que d'autres. Donc la douleur est bien personnelle. On ne peut pas juger et dire de quelqu'un « Oh là là, mais arrête de te plaindre, c'est pas grand-chose ce que tu as ». C'est pas possible ça, parce que la douleur, elle est vraiment, c'est un ressenti, c'est un vécu personnel. Voilà. Donc, je vous ai mis un exemple en dessous pour minimiser la douleur.
des gens qui diraient oh, les personnes âgées ont toujours mal quelque part, de toute façon. Là, ce patient à l'hôpital, il n'arrête pas de se plaindre. Oh ben, petit garçon, tu es tombé, tu t'es égratigné le genou, mais c'est rien ça, c'est pas grand-chose. On va pas pleurer pour ça quand même. Vous voyez le style. Donc tout ça, évidemment, c'est de la maltraitance. En tout cas, on ne prend pas en considération le ressenti de l'autre et c'est une forme de douce violence. Donc, je vous ai même mis en aparté comment agir, réagir face à la détresse de quelqu'un. Quelle que soit la détresse, hein, que ce soit un petit enfant qui est juste tombé et qui s'est fait une écorchure sur le genou ou une plus grosse détresse, qu'elle soit physique ou émotionnelle, d'accord ? Il faut simplement être empathique et présent. C'est la première chose qu'on demande. Et d'ailleurs, vous verrez, pas que dans le cadre du travail, quand une amie pleure parce qu'il y a eu une séparation, par exemple, la première chose à faire, je donne des exemples comme ça qui me viennent en tête, hein, c'est être empathique et être présent. Je comprends ce que tu ressens. Je comprends ta douleur. Même si je ne la vis pas, ta douleur, je la comprends. Je comprends ta colère. Je suis là pour t'aider à traverser cette épreuve, hein, donc je suis présent. Je comprends votre tristesse, monsieur X. Je comprends que vous vous sentiez démuni face à cette maladie de Parkinson. L'équipe et moi, et moi-même, allons faire de notre mieux pour vous aider à vous sentir bien. Voilà, hein, être empathique. Première chose, c'est on écoute. Voilà, j'ai bien compris ce que vous avez. Vous êtes triste, vous êtes en colère. Je comprends. Voilà, c'est un moyen pour n'importe qui de de se mettre au même niveau que l'autre. Je vois ce que tu as, je sais. Ok, je le vis pas, mais je le conçois, je vois ce que tu ressens. Et ensuite, on peut partir sur des solutions, une discussion, etc. Mais première chose, l'empathie et la présence. À la page 2, je vous ai mis des affiches, des images, des styles de maltraitance. Hein. Donc on en a vu quelques-unes, mais il y en existe d'autres. Maltraitance sexuelle, psychologique, matérielle, financière, des discriminations, l'exposition à un environnement violent, les négligences, par exemple ne pas donner assez à manger, l'abandon, la privation de soins, comme par exemple garder l'enfant dans son urine pour faire des économies de couches, hein, ça c'est une privation de soins, les maltraitances physiques, etc., infantiliser, nutrition forcée, vouloir donner un traitement à tout prix à la personne alors que la personne refuse un traitement, ça aussi c'est une forme de maltraitance. Alors, il faut voir pourquoi la personne refuse un traitement. Est-ce que cette personne a toute sa tête, hein? Est-ce qu'il y a une maladie derrière, maladie d'Alzheimer par exemple? Ou si la personne a toute sa tête, il faut comprendre pourquoi elle ne veut pas le traitement, par exemple. Est-ce que c'est parce que le traitement fait plus souffrir qu'autre chose? Je parle notamment d'un traitement de cancer, de certains cancers qui sont une grande souffrance pour les patients. Ou bien est-ce que la personne, elle n'a pas toute sa tête, et du coup elle ne comprend pas pourquoi on veut la traiter, parce qu'elle n'a pas conscience de sa maladie, hein, par exemple dans la maladie d'Alzheimer. Voilà, et donc dans les douces violences, vous avez aussi d'autres exemples envers les enfants, hein. Nier les émotions, poser une étiquette. Voilà, les garçons, les filles c'est des pleurnicheuses par exemple, hein, ça c'est un stéréotype, c'est une étiquette qu'on va poser face à des situations, et forcément notre réaction va être par rapport aux stéréotypes qu'on a dans la tête, voilà, aux étiquettes. Alors, la définition de la maltraitance. Il y a maltraitance d'une personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action, c'est-à-dire ne rien faire, compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux et ou à sa santé, et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement. Voilà. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, donc une fois ou ça dure dans le temps,
intentionnelles ou non. Comme je disais, les 12 violences sont souvent non intentionnelles. On n'a pas l'intention de blesser, de faire de la peine à quelqu'un. Et en fait, ça va être une phrase, des fois des phrases anodines, des façons de faire anodines, qui vont être blessantes. Et leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. C'est-à-dire que une personne qui va parler à une autre personne en crèche, par exemple, un seul salarié qui va dire à un enfant « Oh, mais toi, t'es qu'un pleurnichard », c'est une maltraitance individuelle. Ou bien tous les salariés qui comme ça, donnent de la maltraitance aux enfants, c'est collectif. Ou institutionnel, là, c'est carrément toute l'entreprise qui va avoir des comportements maltraitants. Alors ça arrive, hein. La maltraitance institutionnelle, ça peut arriver dans des entreprises, hôpital ou crèche, peu importe, où il y a des problèmes derrière de manque de personnel, où il n'y a pas, par exemple, de direction, où tous les salariés s'en vont, etc. Ça, on va le voir après. Ben non, on va le voir maintenant. Les facteurs de maltraitance en établissement et au domicile. Donc les facteurs, c'est qu'est-ce qui peut provoquer la maltraitance dans certains cas. Chez les professionnels, eh bien, le manque d'effectifs, donc il n'y a pas assez de personnel, le manque de temps, le manque de formation des salariés, s'il y a des tensions dans l'équipe, s'il y a une mauvaise organisation de travail, tout ça, ça peut favoriser l'apparition de comportements maltraitants. Chez la personne accueillie en EHPAD, par exemple, donc la personne va être maltraitée ou maltraitante, puisqu'il y a des personnes âgées qui sont maltraitantes envers les soignants, dans leur langage hein, surtout. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il peut y avoir des comportements de maltraitance? Parce qu'il y a peut-être un trouble de la communication. Peut-être que la personne accueillie n'a pas été assez informée sur l'établissement et sur ses droits, ou alors elle a une maladie qui fait qu'elle oublie. Il peut y avoir des troubles comportementaux chez cette personne. Elle peut ressentir de l'isolement social et tout ça favorise les comportements maltraitants d'un côté ou de l'autre. Chez les proches et les aidants, donc là c'est en cas de personnes qui seraient vulnérables à domicile, une personne âgée qui reste à domicile, dans quel cas il va y avoir maltraitance des proches ou des aidants, donc en cas de désaccord, hein, quand on dit les proches c'est souvent la famille, donc désaccord, des attentes excessives, des conflits intrafamiliaux qui pouvaient exister d'ailleurs avant que la personne se retrouve dépendante chez elle. Il peut y avoir aussi la non-acceptation de la maladie. Et là, je parle de la difficulté pour un proche d'accepter la maladie de quelqu'un de la famille. Ça peut créer du déni, de la colère, avec des comportements maltraitants. Donc par exemple, essayer de bouger la personne, de la faire réagir. Allez, c'est bon, tu peux essayer de venir marcher un petit peu au parc, même si tu as mal au genou. Voilà, bon, tout ça en se disant que la personne peut le faire alors que sa maladie ne lui permet pas, hein, puisqu'elle est dépendante. Voilà. Il peut y avoir cohabitation dans un logement inadapté. Donc, l'exemple que j'ai donné, c'est un enfant qui garde son parent âgé à son domicile sur sa fin de vie. Par exemple, je fais venir chez moi ma maman qui est en fin de vie, mais je n'ai pas de chambre pour elle. Soit je lui donne ma chambre et moi je dors dans le salon, par exemple, soit elle va dans la chambre d'un de mes enfants, par exemple. Tout ça, c'est une cohabitation dans un logement inadapté, donc forcément, ça crée des tensions. Il peut y avoir aussi de la surcharge morale et affective. Donc forcément, quand c'est un proche qui est malade, que ce soit ami ou famille, c'est plus difficile à gérer émotionnellement, hein, puisqu'il y a une charge affective, il y a des sentiments pour cette personne, que si c'est un soignant dans le cadre d'un hôpital. Voilà. Donc, une personne âgée à son domicile, eh bien, c'est pareil,
elle peut aussi se sentir mal et donc être maltraitée, entre guillemets. Alors je dis entre guillemets parce que des fois c'est très léger, hein, mais continuel. Par des aides à domicile, par les proches, etc. Alors forcément, il y a des critères qui vont favoriser la maltraitance chez une personne qui serait veuve depuis récemment, donc elle a perdu un proche, elle est forcément un petit peu déprimée, triste. S'il y a une perte importante d'autonomie, il faut que la personne âgée accepte sa perte d'autonomie. C'est difficile à accepter. Il peut y avoir des troubles cognitifs, de l'isolement social, une dépression, etc. Donc ça, ce sont des facteurs qui vont favoriser la vulnérabilité. Une personne âgée qui est plus vulnérable, eh bien forcément, les gens vont peut-être être plus facilement maltraitants. Et donc si elle a peu d'autonomie, elle a des troubles cognitifs, de la dépression, etc., c'est plus facile de tomber dans une maltraitance avec cette personne. Et d'ailleurs, le domicile, ça représente 80% des cas de maltraitance en 2018. Alors c'était l'exemple de 2018, mais ça doit être toujours le cas. Et donc il y a un numéro pour ça, c'est le 3977. Voilà. Donc là, il y avait un exercice où vous devez relier, donc on est à la page 3, relier les violences à leur exemple. Donc je vous laisserai lire tranquillement différentes violences, physiques, psychiques, morales, matérielles, financières, médicales ou médicamenteuses, hein, puisque ça existe, ce qu'on appelle les négligences et ce qu'on appelle la violation des droits civiques. Donc faites-le au crayon et réfléchissez à tout ça. Vous avez la correction sur la dernière page. Vous pourrez regarder ensuite si vos réponses sont justes. Alors la page 4. Donc, conduite à tenir en cas de maltraitance, on l'a dit, 3977 quand il s'agit de personnes âgées ou d'adultes handicapés, ou bien le 119 quand il s'agit d'enfants en danger ou de parents aussi en difficulté. C'est un numéro pour discuter. Petit 4, la brigade de protection de la famille. Anciennement justement brigade des mineurs, j'ai failli me tromper. C'est un service de la police nationale qui agit contre toutes les formes de maltraitance envers les mineurs, mais aussi contre toutes les formes de violence qui ont lien au sein du contexte familial. Donc ça peut aussi être pour les personnes âgées dans un contexte familial. Cette brigade mène des actions de prévention. Prévention, ça veut dire faire en sorte qu'il n'y ait pas de maltraitance, éviter le problème avant qu'il arrive. Elle mène aussi des enquêtes et des actions de répression. Donc on a une augmentation des violences intrafamiliales depuis quelques décennies. Les violences, ça peut avoir lieu au sein d'un couple, envers des enfants, envers des personnes âgées ou en situation de faiblesse physique ou psychologique. Voilà, dès qu'il y a possibilité de vulnérabilité. Au sein d'un couple, ça sera surtout les femmes qui seront touchées par les violences familiales, mais ça peut arriver que ce soit des femmes qui maltraitent les hommes. Donc les enfants, les personnes âgées, toute situation de vulnérabilité. Donc la plupart du temps, la violence, elle est conjugale, 50%. Donc conjugale, c'est le couple. 20% de violence sur mineurs, 20% agression sexuelle. Et dans ce cas-là, par contre, quand c'est vraiment une urgence, on appelle directement la police, le 17. La législation face à la maltraitance, vous vous en doutez, il y a des peines de prison et des amendes qui vont dépendre de la maltraitance en question. Selon que c'est un mineur, selon que c'est un adulte, une personne âgée, etc. Selon la gravité de la maltraitance et selon le statut de l'auteur. Voilà, c'est-à-dire, est-ce que c'est le père, l'oncle, un ami, etc. Le statut de l'auteur va aussi jouer sur les peines d'emprisonnement et les amendes. Donc maintenant qu'on a vu tout ce qui est maltraitance, on va voir ce que c'est la bientraitance, justement. Page 4, promotion de la bientraitance. Le concept, il est né dans les années 90. Il s'agit de proposer des solutions pour améliorer la qualité de vie quotidienne ou la prise en soin des personnes accueillies dans les différentes structures ou services médicaux, médico-sociaux ou sociaux. Bon, en gros, améliorer la qualité de vie quotidienne ou la prise en soin. 4 axes principaux.
respecter le droit des usagers et de leur entourage. Développer des démarches d'amélioration continue de la qualité dans les services et les établissements. Donc ça, on avait vu le cours sur les bonnes pratiques professionnelles. L'idée, c'est toujours d'améliorer la qualité de ces bonnes pratiques. Sensibiliser et former le personnel à la bientraitance. Et dernier axe, mettre en œuvre dans les établissements et services une démarche d'analyse et de gestion des risques. Donc pourquoi? Pour éviter que la maltraitance se développe, toujours dans la prévention, pour éviter. Au-delà d'un comportement bienveillant, nous voyons donc qu'il s'agit plus largement de la mise en œuvre d'un ensemble d'actions. Donc la bienveillance, on pourrait dire chacun individuellement essaye d'être bienveillant, mais l'ensemble de l'équipe va essayer de mettre en place des actions de bientraitance. L'ensemble de l'équipe. Alors, grand 2, la mise en œuvre des principes de la bientraitance. Donc, le gouvernement favorise la bientraitance. Pour ça, il a développé différentes actions. Il s'est engagé avec des lois. Il a mis en place un taux d'encadrement, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de salariés obligatoire par nombre de résidents ou par nombre d'enfants dans les crèches. Donc, ça, c'est le taux d'encadrement. Il met en place des formations régulièrement. Il veut qu'il y ait des analyses de pratiques qui soient régulièrement mises en place dans les établissements. Il mène, le gouvernement, des enquêtes nationales de satisfaction des EHPAD qui sont consultables sur Internet pour pouvoir choisir, par exemple, dans quel établissement on va mettre notre parent, par exemple, qui veut aller dans une maison de retraite. Voilà. Donc tout ça, le gouvernement fait en sorte qu'il y ait de la bientraitance. Et à côté de ça, évidemment, on a des piliers de la bientraitance. Il faut un travail d'équipe, collaborer le plus possible avec les familles. Il faut un bon environnement et un bon cadre de vie. Il faut adapter les soins, former le personnel, sensibiliser le personnel à la bientraitance, respecter l'autonomie d'un sujet en crèche ou en EHPAD, respecter l'intimité, la dignité, adopter une écoute active, d'accord? Donc on se met, c'est un peu la même chose que l'empathie, on se met au niveau de l'autre pour comprendre ce qui se passe, on écoute, mais en même temps on agit puisqu'on comprend ce qui se passe. Il faut communiquer de façon empathique et personnalisée. Forcément, c'est du cas par cas. Chaque personne est différente, donc chaque cas, chaque situation est différente également. Et il faut être capable soi-même de gérer nos propres émotions en tant que salarié ou en tant que parent, etc. On a 5 principes de la bientraitance. Alors, c'est pas à connaître par cœur, bien sûr, mais ce sont des exemples. Et puis d'ailleurs, vous pourrez constater en stage ce qui est mis en place et ce qui ne l'est pas. Donc, respect de la personne, pas de maltraitance, pas de malfaisance, la bienveillance, bien sûr. Alors, les personnes qui n'ont pas, tout le monde est bienveillant en soi, mais bon, les personnes qui ont moins de bienveillance, c'est pas la peine de faire ce métier. Faire participer et impliquer la personne pour qu'elle garde le plus possible son autonomie, ne pas faire à la place d'eux. Rappelez-vous, je vous ai dit, on ne fait pas à la place de l'enfant, on ne fait pas à la place de la personne âgée. On accompagne, on aide, on propose notre aide, mais on accompagne seulement. Et dernier principe de bienveillance, la continuité de la prise en charge. Puisque, effectivement, les soignants sont amenés à changer. Il peut y avoir un aide-soignant, le lendemain un autre, une infirmière, le lendemain une autre infirmière, etc. Il faut une continuité de prise en charge. Alors, grand 3, les recommandations de bonnes pratiques au domicile. Entrer au domicile, c'est entrer dans un intérieur privé et intime. Le domicile est l'endroit où l'on doit pouvoir être maître chez soi. L'intervenant au domicile, par exemple, auxiliaire de vie, aide à domicile, aide-soignant, infirmier, etc., c'est que l'habitant est souverain dans l'espace qu'il occupe. Il doit donner la priorité à la personne, veiller à adapter et anticiper. Il est primordial de considérer l'aider comme un être humain dans sa globalité
capable d'exprimer son plaisir, son déplaisir et ses besoins. Et là, j'ai donné plein d'exemples de manières de faire au domicile. Ça peut être aussi en EHPAD. Je sonne ou je frappe à la porte avant d'entrer, même si j'ai la clé. Je rentre, bonjour Madame X, Monsieur X. Je me présente et je reformule les termes de l'intervention du jour. Je suis Madame Giacchi, je viens pour réaliser le pansement de votre escarre, par exemple. Lorsque les personnes sont présentes, je prends la précaution de frapper aux portes avant d'entrer dans les pièces. Donc imaginons je rentre, je suis aide-soignante, aide à domicile par exemple chez Madame X. Voilà, j'ai tapé, j'ai sonné pour prévenir que j'entrais. J'ai pas eu de retour. J'ai la clé, j'ouvre la porte. Je vais au salon. Bon, Madame X n'est pas là. Je vois la porte de sa chambre entrouverte et j'entends que elle est dedans, elle parle. Je tape quand même un peu à la porte avant d'entrer. Je garde une distance professionnelle en vous voyant les personnes. Ça, je vous conseille vraiment de le faire, même en stage, même avec d'autres salariés, même avec les employés du lieu de stage. Le vouvoiement, ça permet de garder une distance. Distance professionnelle, mais également une distance émotionnelle avec les patients. Je reste toujours à l'écoute et attentif aux désirs et aux besoins des personnes. Pour communiquer et faciliter les échanges, je me positionne à hauteur physique de la personne et j'utilise des mots simples. Vous pourrez même rajouter, là, je suis dans l'empathie et l'écoute. Je respecte son silence et sa tranquillité. Je parle poliment, j'évite les familiarités, les mots ou expressions grossiers. J'utilise un ton respectueux et chaleureux et non pas infantilisant, rabaissant, agressif ou ironique. En fait, c'est simple, il faut vous dire, est-ce que j'aimerais qu'on me parle comme ça ? Souvent, vous allez vous répondre non dans la tête. Pourtant, on a tendance à parler aux enfants, aux personnes âgées ou aux personnes en situation de handicap, aux personnes vulnérables en fait, différemment de quelqu'un d'autre. Alors qu'en fait, ce sont des personnes, ce sont des êtres humains avant tout, donc il n'y a pas à les infantiliser ou à les rabaisser. Je respecte les croyances religieuses des personnes, les opinions et la culture. Je ne porte pas de jugement de valeur. Tout ça, ce sont des exemples. Il y en aurait d'autres. Bon, mais là, c'est quand même un grand panel. Alors, je vous ai mis 2 petites questions de réflexion. Une première question, expliquer comment s'exerce la bientraitance face à un usager dont la communication est altérée. Donc, on imagine que la personne a un trouble du langage, par exemple, et qu'elle ne peut pas parler ou très mal. Comment vous allez pouvoir être bienveillant, bientraitant? Je vous laisse réfléchir. Et deuxième question, expliquer pourquoi l'empathie favorise la bienveillance et donc la bientraitance. Pareil, je vous laisse y réfléchir et puis vous avez une petite réponse sur la dernière page, sachant qu'il y a plein de réponses possibles. Je vais lire les réponses quand même. D'abord, avant de lire les réponses, je vous ai mis quelques vidéos à voir absolument. Alors, c'est pas à retenir tout ce qu'il y a dans les vidéos, mais ça va vous aider à visualiser ce que c'est un petit peu la bientraitance, l'empathie, l'humanitude, ce qu'on appelle l'humanitude, etc. Donc, bon, c'est des petites vidéos très, très courtes. Donc voilà, vous pouvez vous faire ça un soir plutôt que de traîner sur TikTok, n'est-ce pas ? Et ça vous permettra de mieux cerner un petit peu ce qui est attendu du cours sur la bientraitance et la bienveillance. Et enfin donc, réponse à réflexion et donc aussi à retenir. Donc comment on exerce la bientraitance face à un usager dont la communication est altérée? Eh bien déjà on va observer sa communication non verbale. Rappelez-vous les différentes formes de communication. Verbale, donc quand on discute, mais tout ce qui est à côté, gestes, posture, regard, émotion, etc.
Si la communication non verbale est également altérée, il faut être patient. C'est encore un mot à retenir là, avec l'empathie, la patience. Et si l'accompagnement est trop difficile, on peut demander à se faire remplacer par quelqu'un, ou aider par quelqu'un, un autre salarié qui aurait peut-être plus de facilité à comprendre la personne qui a un souci de communication. Il y a aussi ce qu'on appelle le toucher bienveillant, qui peut être accentué. Alors, le toucher bienveillant, je ne pense pas avoir mis de vidéo sur ça. C'est dommage, ça aurait été bien. Donc, voilà, c'est pareil. Le toucher bienveillant, ça reste un toucher léger, à un endroit. Donc, par exemple, poser une main sur un avant-bras de la personne. Et évidemment, il ne faut pas qu'il y ait une connotation derrière. Hein. Ça reste un toucher bienveillant. Juste pour dire, je ne comprends pas tout, mais je suis là. Voilà, je ne comprends pas tout ce que vous pouvez me dire, mais je suis présent. Hein, ça change tout dans une relation. Pareil, un enfant en colère ou triste qui fait une crise. Voilà, des fois, il n'y a même pas besoin de parler. Je vous parle par l'expérience. Hein. On laisse passer la crise, mais juste, on prend le bras. Voilà. Évidemment, avec douceur. Hein. Le but, c'est pas de compresser, d'oppresser la personne. Hein. C'est, je prends le bras. Ok, j'attends que la crise soit passée. Je suis là. Voilà. Des fois, il n'y a même pas besoin de formuler. La personne en face, voilà, c'est qu'on est présent. Donc, il est toujours intéressant de faire preuve d'empathie pour mieux comprendre ce que vit le résident, se mettre à la place de quelqu'un. Hein. Se mettre à la place d'eux, mais évidemment, ne pas faire à la place d'eux, comme je disais tout à l'heure. Et enfin, pourquoi l'empathie favorise la bienveillance? Le fait de se mettre à la place de quelqu'un facilite la compréhension de son point de vue et évite des comportements dont on n'aimerait pas être le sujet. Voilà. 32 minutes. Il était bien dense ce cours. Je vous laisse tranquille, regarder les vidéos, voilà, relire tranquillement tout ça pour bien assimiler. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail. Bonne journée.